Il a terminé 5e ici à Monte-Carlo et il débutait à l'époque au volant de la Peugeot 205 Turbo 16. C'était sa première expérience au volant d'une 4 roues motrices. Alors Kankkunen est actuellement sur la ligne de départ, il est très concentré. Je me proposais de lui faire dire 2 mots, mais c'est absolument impossible. Il a fermé sa vitre. Il va prendre le départ de cette épreuve spéciale. 10 secondes avant le départ de Juha Kankkunen que vous allez pouvoir découvrir, José et Jean-Claude, tout de suite. 3, 2, 1. Et voilà, c'est parti pour Kankkunen. À vous, José. Oui, c'est parti. Et Kankkunen est donc au volant d'une Lancia Delta à 4 roues motrices, équipée d'un moteur de 2 litres à turbocompresseur qui développe environ 230 chevaux. Et c'est parti. Jean-Claude Andruet vous décrit la montée de Kankkunen. Eh bien là, nous voyons la Delta sortir du gauche qui précède la première épingle de droite. Et comme vous avez pu le remarquer, José, la voiture, grâce à ses 4 roues motrices, avance dans cette soupe parce que la neige sous un soleil fait une pente de plein sud et la neige ne permettra pas de grandes performances. C'est très difficile de garder le contrôle d'une voiture lorsque la neige est fondante comme cela, puisque les roues n'ont pas une résistance au sol et c'est très difficile, même au niveau de la motricité. Alors ce qu'on a vu s'inscrire là, c'est un temps de passage partiel qui nous permettra des comparaisons tout à l'heure avec les voitures qui suivront la Lancia Delta 4x4 Turbo 2 Kankkunen. Mais comme vous l'explique Jean-Claude André, les conditions de piste sont en fait extrêmement mauvaises. Et il est certain que si une voiture à 4 roues motrices comme celle-ci, et comme on le voit plutôt en difficulté sur cette pente, qu'est-ce que ça va être avec une 2 roues motrices alors? Bien, il y aura de très grosses différences sur ce petit parcours de 2 km parce que là la motricité sera prépondérante. C'est ce qui va déterminer certainement qui va être déterminant du moins dans les temps réalisés. Et je pense quand même que là je suis agréablement surpris par la Delta. Parce que il arrive très vite. Hein, je trouve qu'elle est très performante. Voilà, il passe devant nous, 1:40-55 pour Juha Kankkunen qui ouvre donc le bal de cette nouvelle saison 87 des rallyes avec la première manche du championnat. Rallye de Monte-Carlo, à vous Christian pour la deuxième voiture. Oui, Kankkunen était parti avec des Pirelli 165 clous, des pneus mixtes, alors que Timo Salonen vient de s'élancer. Timo Salonen, qui est un Finlandais de 35 ans, est parti lui avec des Michelin à gomme dure, avec un cloutage maximum, c'est-à-dire un cloutage de 165 clous. Oui, et Timo Salonen conduit une Mazda 323, une voiture japonaise à 4 roues motrices également, mue par un moteur turbo 1600 de 240 chevaux. Andruet, Jean-Claude, qu'est-ce que vous pensez de cette voiture japonaise? C'est une concurrence sérieuse, pensez-vous, pour la victoire au Rallye de Monte-Carlo? Bien, en tout cas, elle a fait ses preuves déjà l'année dernière dans le championnat du monde des rallyes en groupe A. Elle a montré son efficacité. Malheureusement, souvent, ces voitures n'étaient pas à l'arrivée. Mais en tout cas, au niveau de l'efficacité, elles sont à la fois très agiles et très nerveuses. 45-88, c'est 600e plus vite que Juha Kankkunen tout à l'heure avec la Lancia Delta. C'est une petite surprise peut-être quand même, non? Non, ces voitures sont très très proches finalement en performance, en poids. Et moi je pense que enfin, c'est de bon augure pour la bagarre du Monte-Carlo parce que apparemment ça va se jouer serré si on peut en juger du moins par ces premiers kilomètres. Qu'est-ce que vous pensez de la conduite là, de Salonen par rapport à Kankkunen? C'est la même école, c'est l'école finlandaise. Oui, enfin vous savez, il n'y a pas 36 façons d'être efficace. Et, vous avez vu, il a glissé beaucoup Salonen dans ce gauche là, qui se referme légèrement, qui est très rapide avant la dernière épingle droite. Mais c'est difficile de garder le contrôle complet d'une voiture sur cette piste. Vous savez, ça va être de pire en pire. En tout cas, voilà la Mazda qui se prépare à couper la ligne d'arrivée maintenant devant nous. C'est chose faite, 1:44-72. Ah, il a perdu beaucoup de temps. Salonen dans la deuxième partie de la montée, puisqu'il a 4 secondes moins vite que Kankkunen. À vous Christian. José, maintenant c'est Jean Ragnotti, le français Jean Ragnotti, qui vient de partir au volant de la R11 Turbo. La R11 Turbo qui est une 2 roues motrices et qui est handicapée par rapport aux tractions intégrales. Ragnotti est parti avec des Michelin, avec un cloutage maximum de 165 clous et de la gomme dure sur sa R11 Turbo. Ragnotti a 41 ans, il est marié et il est père d'un enfant. Il a débuté en 67 sur une R8 Gordini. À vous José. Eh bien,
qu'on a pu remarquer tout de suite, c'est que Jeannot avait malheureusement, avec 2 roues motrices, beaucoup de difficultés à démarrer. Il a perdu beaucoup de temps dès le départ. Et je ne sais pas si vous avez pu le remarquer tout à l'heure, pour revenir à Timo Salonen, il a dérapé beaucoup sur la fin. Et en tout cas, il est passé beaucoup moins vite que nous par rapport à Cantunen sur la ligne d'arrivée, ce qui explique cet écart de 4 secondes. Malheureusement, avec une 2 roues motrices, je ne pense pas que Jeannot, malgré tout son talent, pourra rivaliser avec ces 2 pilotes. Oui, alors faut dire que c'est un peu navrant. Effectivement, l'arme absolue dans ce rallye de Monte-Carlo, compte tenu des conditions, c'est-à-dire un enneigement à peu près total, ce sera évidemment d'avoir une voiture avec une transmission à 4 roues motrices. Ce n'est pas le cas d'aucune des voitures françaises engagées, malheureusement. Ça montre qu'il y a une carence de notre industrie à ce niveau dans le domaine, dans le secteur du marché des voitures à haute technologie. On sait faire en France, on l'a prouvé, Peugeot l'a prouvé avec la Turbo 16, mais c'était un prototype. Renault l'a prouvé en Formule 1, mais malheureusement au niveau des voitures de série, eh bien pour le moment en tout cas, pas de voiture française compétitive, et Ragnotti a beau s'exprimer de son mieux et de tout son talent au volant de sa R11 Turbo, là, il est vraiment très désavantagé. Vous le voyez, ça se voit à l'œil nu. Oui, d'ailleurs, vous avez pu remarquer, non pas lors de cette sortie d'épingle, mais celle qui précédait, eh bien, nous avons vu Jeannot chercher des trajectoires dans la neige fraîche en espérant trouver une résistance et une motricité supérieure. C'est évidemment, là vous apercevez que la réflexion du pilote, que est certainement le premier mari de ne pas pouvoir avancer plus vite, mais c'est absolument... Voilà, oh l'écart est énorme, vous le voyez, l'écart est considérable, 2 minutes 10 pour Ragnotti, 1:40 pour Salonen tout à l'heure. Alors que déjà dans la côte, c'est Walter Röhrl maintenant, le grand favori de ce rallye de Monte-Carlo, qu'il a déjà mis 4 fois à son palmarès. Röhrl au volant d'une Audi 200 Turbo Quattro, c'est-à-dire la voiture la plus puissante, environ 300 chevaux, mais la voiture la plus encombrante et la plus lourde aussi de toutes les favorites de ce rallye de Monte-Carlo. Je laisse Jean-Claude Androuet vous décrire la montée. Eh bien, j'ai hâte de voir le temps partiel, 47-46. Certainement que Walter est handicapé par le poids de sa voiture. Je crois que c'est quand même là dans une montée aussi pentue, avec un problème de motricité aussi aigu, eh bien je pense que là le poids est déterminant. Et c'est pour ça que je pense encore, je vous en avais parlé tout à l'heure, qu'une petite Visa pourra être redoutable sur un parcours comme ça, et notamment sur tout le parcours du Monte-Carlo qui est très enneigé cette année. Voilà, en tout cas, Röhrl se bat avec son incomparable talent. Röhrl, c'est un pilote allemand, Walter Röhrl, et c'est certainement le plus polyvalent de tous les pilotes de rallye. Il est non seulement bon dans la neige, mais il est bon sur l'asphalte, sur le sec, sur le mouillé, dans toutes sortes de rallyes et sur toutes les compétitions et sur toutes les routes du monde. Je voulais vous faire remarquer, vous avez vu, non seulement il a une voiture qui est lourde et encombrante, mais il a dérapé un minimum de temps. C'est le modèle de l'efficacité, Walter Röhrl. C'est vraiment le pilote qui tire le maximum de la voiture dont il dispose. Une 45-11, c'est quand même presque 5 secondes moins vite que Salonen. À vous, Christian. Oui, et c'est Stig Blomqvist qui est au départ de la spéciale. Maintenant, Stig Blomqvist au volant de la Ford Sierra 4 roues motrices. Stig Blomqvist qui est parti avec des Pirelli S1, c'est-à-dire avec un cloutage maximum de 165 clous. Blomqvist a 41 ans, il est suédois, il est célibataire, il a débuté chez Saab avant de passer chez Audi et de rejoindre l'équipe Ford. C'est le champion du monde en 84. À vous pour très spectaculaire, Stig Blomqvist, pilote suédois, le roi de la glisse, n'est-ce pas, Jean-Claude? Oui, très spectaculaire, mais il faut dire qu'il est dans son élément. C'est un Suédois, donc qui dit Suédois dit pilote la plupart du temps sur la neige, et il affectionne particulièrement tous les terrains glissants pourris. Il est redoutable, vous savez, il a été redoutable, il l'a montré de nombreuses années en Angleterre sur la boue, et donc là il tirera certainement le maximum de potentiel. Alors on attend d'ailleurs le voilà 47-57, c'est quand même un petit peu moins rapide que celui de la Mazda et celui de la Lancia de Salonen et de Cantunen. Pour Blomqvist qui conduit donc une Ford Sierra à 4 roues motrices équipée d'un moteur de 2,8 litres V6 d'environ 250 chevaux qu'il a choisi au tout dernier moment in extremis plutôt que la Ford Cosworth Sierra à 2 roues motrices qui était en principe prévue pour lui avant que l'on sache que les conditions qui vont prévaloir au cours de ce rallye de Monte-Carlo sont dominées par un terrain pratiquement à 100% enneigé.
Oui, c'est pour ça que, étant premier pilote, il a choisi cette 4 roues motrices parce que ça va être déterminant, évidemment, comme vous venez de le dire. En fait, donc peut-être un petit handicap de puissance quand même pour Blomqvist par rapport au Mazda et au Lancia. En tout cas, nous allons voir maintenant, il s'approche de l'arrivée, le meilleur temps 55 inscrit en haut, vous le voyez. Où il aura du mal à battre, oui, 1,46. Il est battu par Walter Röhrl. À vous, Christian Vella, pour la suite. C'est Massimo Biasion au volant de la Lancia Delta HF qui va prendre le départ. Biasion avec un cloutage maximum aussi. Biasion est italien, il a 28 ans. Il a remporté sa première victoire en championnat du monde la saison dernière en Argentine. Il avait terminé 6e ici en 84 et 9e en 85. C'est un espoir des rallyes en Italie. On va voir ce qu'il va faire contre les pilotes scandinaves. À vous, José. Vous le connaissez bien, Biasion, Jean-Claude Andruet? Bien sûr, j'ai couru très souvent contre lui. C'est un pilote très très sûr. C'est un garçon qui est très réfléchi, qui a progressé sans arrêt chaque année. Lui a valu une progression. Et ça a été constant et c'est un garçon qui est toujours sur la route, qui est toujours à l'arrivée. Parlez-nous un petit peu de la technique du pilotage dans ces conditions d'enneigement très spéciales, Jean-Claude, si vous voulez bien, parce qu'on voit effectivement la voiture qui prend des angles et qui suit des trajectoires qui sont peut-être pas évidentes aux yeux de tout le monde. Eh bien là, en réalité, si vous voulez, je pense que le souci des pilotes, c'est de rester avant tout sobre. Parce que quand on part dans un dérapage, on n'est pas sûr de le maîtriser complètement parce que le terrain vous échappe, si vous voulez. Et donc, c'est très, très difficile de contrôler la voiture. Et quand vous partez en travers comme cela, eh bien, dans de longues glissades, vous perdez du temps. Il faut avant tout être efficace. Et comme la motricité est quand même efficace sur les 4 motrices, eh bien, il faut essayer de rester en ligne pour pouvoir avancer plus vite. Voilà, alors cette Lancia Delta 4x4, c'est la dernière génération, la toute dernière génération de voitures à transmission très élaborée, variable selon l'avant et l'arrière. Meilleur temps pour Biasion, 1:37:26. À vous, Christian. Oui, c'est Kenneth Eriksson qui a eu l'honneur de placer la Golf GTI 16 soupape et de lui donner le titre de champion du monde du groupe A la saison dernière. Kenneth Eriksson, qui est suédois, qui a 30 ans, qui est célibataire et qui pilote cette année encore la GTI 16 soupape. Mais la GTI est une 2 roues motrices, une traction qui ne pourra pas rivaliser, je pense, avec les tractions intégrales. Kenneth Eriksson a fait du motocross avant de se lancer dans la compétition automobile. Il est passionné de chasse et de pêche. C'est l'homme du groupe A. Il a accumulé la saison dernière un grand nombre de victoires dans ce groupe et il est champion de Suède en 85. À vous, José, pour sa montée. Oui, eh bien, évidemment, c'est la championne d'Europe groupe A l'année dernière, mais je crois qu'elle aura du mal à prétendre à la victoire ici. Il se battra plutôt contre les Renault 11 Turbo, traction avant 2 roues motrices également, n'est-ce pas, Jean-Claude Andruet? Bien sûr, puisque nous pouvons comparer les performances, puisque ce sont 2 voitures qui sont des tractions avant. Alors ce sont des voitures remarquables par ailleurs d'efficacité, mais là dans un terrain très enneigé, il est certain que ne peuvent pas rivaliser avec les 4 motrices qui sont des modèles d'efficacité sur le plan de la motricité. Voilà, ici c'est particulièrement évident. Regardez comme Eriksson a du mal à faire repartir la GTI 16 soupape à la sortie de cette épingle. La montée, le pourcentage est évidemment très important. La neige, comme vous le disiez, est transformée en soupe par l'ardeur du soleil. Et voyez comme il suit à la sortie de l'épingle, il essayait de suivre les traces les plus importantes pour essayer de bénéficier, de retrouver l'asphalte qui commence à apparaître dans certaines traces de voitures. Oui, alors en somme, on peut dire qu'il cherche à gagner le classement de la 2e division, Eriksson, là. La base, c'est le temps de Jean Ragnotti tout à l'heure au volant de sa Renault 11 Turbo. 2 minutes et 10 secondes, c'est-à-dire un temps supérieur de l'ordre de 30 secondes à celui de Biasion, même un peu plus. Un temps donc extrêmement lent par rapport à celui des 4 roues motrices les plus élaborées et les plus compétitives. Voilà Eriksson qui s'apprête à terminer. Il est dans la dernière ligne droite maintenant. Donc temps à battre 2:10 par Ragnotti. Battu 2:04:48 donc pour Eriksson et déjà Sabi est dans la montée. Sabi a pris le départ. Les concurrents partent en 2 minutes
compte tenu du temps de Ericsson supérieur à 2 minutes, eh bien Saby est déjà parti, sous les yeux de Jean-Claude Andruet, qui le suit avec une attention toute particulière, j'imagine. Oui, bien sûr, nous sommes curieux de voir ce que va faire Bruno dans son pays. Nous l'avons récupéré dans la première gauche qui précède la première épingle. La voiture était vraiment en dérive. On voit qu'il attaque un peu. Il a un temps intermédiaire qui le place très bien. Vous avez vu, il a fait 42,92. Il en veut, il attaque. Oui, et le temps à battre, c'est Biasion, évidemment, une 37,26. Mais il est certain que Saby, qui fait ses débuts aujourd'hui officiels dans l'équipe officielle Lancia, a quelque chose à démontrer face à des pilotes de tout premier rang comme Kankkunen ou comme Biasion. Et par conséquent, il doit être particulièrement motivé, d'autant plus que, bien sûr, c'est un peu le régional de l'étape. Il est de Grenoble et c'est tout près. Et ses supporters, voilà, sont nombreux ici au bord de la route. En tout cas, il a réalisé le meilleur temps intermédiaire. Oui, et peut-être va-t-il réaliser d'ailleurs le meilleur temps tout court. Nous l'attendons maintenant, nous allons le voir apparaître au début de la ligne droite finale. Voilà dans un superbe travers la Lancia Delta 4-4 de Saby, 35-71, effectivement, meilleur temps pour Saby, 2 secondes devant Biasion. José? Oui. José? Oui, je l'écoute, Christian. Oui, eh bien, c'est très bien pour Bruno Saby, alors que c'est François Chatriot qui va prendre le départ avec une R11 Turbo, donc une voiture de roue motrice, une traction qui n'a rien à faire en fait contre les tractions intégrales. François Chatriot a 35 ans, il est marié, il a un enfant et il est médecin, il vient de s'élancer. C'est le vice-champion de France des rallyes. Voilà. Oui, eh bien, c'est la même remarque, n'est-ce pas, Jean-Claude, que nous sommes amenés à faire à chaque fois que nous voyons partir une 2 roues motrices. On plaint le pilote, bien sincèrement. Il faut bien le dire dans ces conditions. Oui, ce qui serait intéressant, par contre, à remarquer, José, c'est que il faudra regarder le temps que va faire François Chatriot, parce que on pourra voir si le terrain se dégrade ou s'améliore en fonction du temps qu'a fait Jeannot Ragnotti. Oui, effectivement, et je le rappelle, il était de 2 minutes et 10 secondes ce temps de Ragnotti. Donc Renault Sport engagé ici 3 Renault 11 Turbo. Ce sont des voitures qui peuvent peut-être faire un bon parcours dans le championnat du monde des rallyes cette année, parce que ça ne se déroulera pas toujours sur la neige ou sur des terrains aussi glissants que celui-ci. Et ce sont des voitures, je crois, d'une fiabilité éprouvée et qui seront en plus très bien conduites, donc elles peuvent avoir un rôle intéressant au niveau du championnat. Mais en revanche, ici à Monte-Carlo, comme vous le voyez, elles sont terriblement handicapées. Elle pourrait retrouver les premiers rôles sur des épreuves asphaltées, complètement déneigées. Où là, elle pourrait démontrer qu'elles sont des voitures maintenant très au point et oui, disons qu'elles sont équipées d'un moteur 1400 cm3 turbo, qui développe environ 185 chevaux, c'est pas mal compte tenu de la cylindrée, et qui les développe d'une façon fiable d'ailleurs, mais l'asphalte c'est pas le jour, hein. Aujourd'hui c'est la soupe, c'est pas la semaine même. Et vous voyez bien que Chatriot a le plus grand mal à extirper sa Renault 11 Turbo des 3 épingles qui constituent les principales difficultés de cette petite course de côte, brève certes, mais qui est déjà de nature à mettre en évidence un certain nombre de grandes caractéristiques et une certaine hiérarchie. Ici, voilà, Chatriot va franchir la ligne d'arrivée, c'est nettement plus vite que Ragnotti tout à l'heure, 2,03, et ça vient probablement du fait que le circuit est un petit peu moins glissant maintenant, l'asphalte est un peu plus apparent. Oui, parce que je pense pas que Jeannot est quand même un pilote qui a démontré toutes ses qualités et de l'efficacité. C'est le premier pilote chez Renault et je pense que c'est certainement dû aux conditions qui changent très rapidement sous le soleil. Et maintenant, c'est le deuxième pilote de l'équipe Ford qui est en piste et il est presque à l'arrêt, vous le voyez dans les premières épingles, et ça n'est pas parce qu'il manque de talent, c'est Kalle Grundel, un bon pilote, un baroudeur expérimenté, un Suédois, encore un spécialiste de la glisse, mais c'est parce que lui, contrairement à Blomqvist, est parti avec la voiture prévue, c'est-à-dire la Sierra Cosworth à 2 roues motrices, voiture très puissante puisqu'elle est équipée d'un 2 litres turbo qui développe au minimum 300 chevaux, mais voiture terriblement handicapée ici, vous le voyez, par la consistance molle de la neige et qui a le plus grand mal à se frayer un chemin parmi les rails qu'ont tracés les précédents concurrents et les petits tas de neige qui se sont accumulés de part et d'autre.
Oui, là, évidemment, c'est une voiture qui est quand même relativement lourde, encombrante, et une propulsion, un moteur avant, transmission arrière, c'est vraiment très loin de ce qu'on peut faire comme solution idéale sur la neige ou dans la soupe. Oui, je crois qu'on peut dire qu'il a tout faux, quoi. Il a tout faux. Il a tout faux, le pauvre Grunwald. Il a les roues arrière motrices, c'est-à-dire un système excellent, certes, quand l'adhérence est bonne, peut-être le meilleur, mais par contre un système déplorable quand l'adhérence est aussi mauvaise, aussi précaire qu'ici, et en plus beaucoup de puissance, un moteur turbo, un poids relativement important, enfin bref, tout va mal pour lui, mais il s'en tire quand même d'une manière honorable parce qu'il a énormément d'expérience. Voyez José, même dans la ligne droite, oui. C'est tellement fuyant sous les roues des pilotes ce terrain que les voitures partent dans des dérapages qu'il faut constamment contrôler. Oui, Christian. Oui, c'est Erwin Weber, le second pilote de l'équipe Golf Volkswagen qui vient de partir. Erwin Weber est un Allemand, c'est un pilote chevronné, mais qui est plus spécialiste des rallyes africains que des épreuves européennes. Il lui manquera sans doute l'expérience du Monte-Carlo pour se hisser, ne serait-ce qu'au niveau de son coéquipier de l'équipe Volkswagen, c'est-à-dire Ericsson. Oui, le Kilimanjaro s'est enneigé, mais il n'y a pas de piste, donc il ne fait pas de course de côte. Alors ici, à l'Alpe d'Huez, eh bien effectivement, Erwin Weber se bat avec sa Golf GTI 16 soupape, voiture quand même aidée par sa légèreté, elle ne pèse pas 900 kg et elle développe tout de même 194 chevaux, une puissance fort respectable que lui procure son magnifique 4 cylindres à 4 soupapes par cylindre. Et donc Weber dans la côte maintenant entre les deux épingles sous les yeux de Jean-Claude Andruet. Bien, je pense, José, quand même que maintenant, bien que le terrain soit toujours aussi glissant, certainement que il permet quand même de meilleures performances aux voitures qui ont des problèmes de motricité, parce que dans beaucoup d'endroits, vous voyez que les voitures ont tracé de larges sillons et on commence à voir apparaître l'asphalte, et ce qui permet aux voitures qui ont des problèmes de motricité de retrouver celle-ci, si vous voulez, au bénéfice de l'asphalte. Voilà, alors donc on a vu que Gründel a mis 2,07 pour monter, on a vu que Chatriot a mis 2,03, c'est lui le plus rapide ou plutôt le moins lent des pilotes équipés de voitures à 2 roues motrices seulement. La bataille entre la Golf GTI 16 soupape et la Renault 11 Turbo, deux voitures à 2 roues motrices traction avant, sera certainement très serrée et très intéressante à suivre, même si ce ne sera pas pour la victoire au classement général cette année selon toute probabilité, et sauf hécatombe parmi les favoris, bien entendu, ça peut toujours arriver. 2,04,86 à vous, Christian. Oui, eh ben, à moi, il n'y a personne sur la ligne de départ. On attend le Belge Droogmans, oui. Mais Droogmans n'est toujours pas là. Droogmans qui pilote une Ford Sierra 4x4. Bon, bah écoutez, on va peut-être en profiter de ce petit répit pour faire un petit bilan déjà de ce qu'on a vu. Et j'ai demandé à Jean-Claude Andruet quels sont les premiers enseignements qu'il tire des montées auxquelles nous avons assisté jusqu'à présent. Eh bien moi, José, il y a une chose qui m'a frappé tout d'abord, c'est la rapidité avec laquelle sont passés devant nous les Lancia. Donc au niveau de l'efficacité, de leur motricité, je crois qu'il n'y a pas de doute parce que nous les avons vus dans les premières voitures, et alors que Jean Ragnotti a été vraiment très handicapé, à lui qui ne disposait pas d'une 4 roues motrices mais d'une traction avant. Il est parti en 3e position, c'est-à-dire dans les conditions les plus difficiles au niveau de la motricité. Il n'a pas bénéficié justement de traces où il pouvait récupérer l'asphalte pour retrouver cette motricité qui permet dans ce genre d'épreuves courtes et en côte très fortes de réaliser un temps correct. Oui. Alors, par ailleurs, comme vous l'avez... José ? Oui, on attendait Droogmans, mais on attendait ensuite Ingvar Carlsson, le pilote de l'équipe Mazda, mais ni Droogmans ni Carlsson ne sont là. Et je vois se pointer là-bas Alain Oreille au volant de la R11 Turbo, la 3e R11 Turbo. Alors, je ne sais pas si Carlsson a eu des problèmes ou s'il a déjà abandonné. Ce serait très dommage pour la suite de la compétition, car on comptait beaucoup sur les Mazda, qui faisait partie des favorites de ce rallye Monte-Carlo. Oui, je rappelle qu'il n'y avait que 2 Mazda d'usine inscrites au départ de ce rallye de Monte-Carlo. La première pilotée par Salonen, nous l'avons vu tout à l'heure, il occupe une brillante place au classement. Et la seconde était en effet pilotée par le Suédois Carlsson. Ah bon?
Oui, José? Oui, je vous écoute. Oui, je viens d'avoir une information. Les deux pilotes qui ne se sont pas présentés, en l'occurrence le Belge Druckmans et le Suédois Ingvar Carlsson, ils sont bloqués en bas vers Bourdoisan. Ils n'arrivent pas à monter. Et c'est ce qui fait qu'ils ne se sont pas présentés sur la ligne de départ, où se trouve actuellement Alain Oreille, donc Alain Oreille qui est associé à son épouse Sylvie Oreille. Alain Oreille a 34 ans, dont il est donc marié, il est originaire de Martigues, il a débuté en 1972 sur une BMW 1600. Il a couru ensuite avec une Simca 1000 Rallye 2, une Opel Kadett GTE, une Opel Ascona, avec laquelle il a remporté le trophée Opel. En 84, il est passé chez Renault au volant d'une R5 Alpine, puis au volant des R11 Turbo, avec lesquels il a terminé 5e du championnat de France, et 3e en 85 et 3e également en 86. C'est un pilote très rapide, parfois peut-être un peu trop impulsif, on le dit très nerveux Alain Oreille, mais c'est une valeur sûre chez les rallymen français, et peut-être il représente avec Chatriot, Loubet, Auriol, la nouvelle génération de rallymen qui doivent succéder aux Andreu, Darniche, Nicolas, etc. Une génération d'espoir que l'on attendait depuis longtemps et qui représente ce qu'on peut attendre de mieux en rallye. Alain Oreille, sur un terrain mixte, il peut tirer son épingle du jeu malgré le handicap de sa R11 Turbo, qui est une deux roues motrices par rapport aux tractions intégrales. Oui, alors disons que Oreille a été l'année dernière le vainqueur du groupe A, justement lors de du rallye de Monte-Carlo 86, rallye Monte-Carlo 86, donc vainqueur en groupe A contre Carlsson et sa Golf GTI qui remportèrent eux le championnat en fin de saison. Mais Oreille, certainement, grande expérience de cette voiture et du Monte-Carlo, et effectivement il va être intéressant de voir quelle performance il va réaliser par rapport à celle de Chatriot et autres Carlsson. Oui, ce qui est intéressant également de remarquer, c'est que ce rallye présentera des courses dans la course. Je pense qu'on pourra assister à des batailles très serrées entre les quatre roues motrices d'une part, les tractions avant d'autre part, et éventuellement les propulsions. Et bien, c'est quand même intéressant sur le plan de l'enseignement. Oui, alors donc 2.03, c'est le temps qu'avait fait Chatriot tout à l'heure, et c'est le temps à battre pour Alain Oreille, donc au volant de cette Renault 11 Turbo. Voilà Oreille qui semble à l'attaque. Oui, oui. Hein, oui. Vraiment, il a un peu de mal à s'en sortir. Bien, oui. Dès que vous retombez dans la neige profonde, si vous n'êtes plus complètement dans les traces où vous pouvez récupérer un peu d'asphalte, eh bien là, automatiquement, la voiture est freinée comme dans le sable. Oui, c'est pratiquement bloqué. Là, on l'a vu. Oreille est rentré très très fort dans l'épingle. Il est sorti un peu large. Il est sorti les traces, effectivement. Les traces, voilà. Et ça lui a coûté certainement quelques secondes. Alors là, il va sans doute en tirer les conséquences, peut-être, et attaquer un petit peu moins fort ici pour rester... oui, c'est ça, voilà, il est un peu plus de grâce, mais quand même. Vous voyez que la voiture a manqué la corde et qu'elle a été projetée sur l'extérieur, la voiture s'est pratiquement arrêtée, elle a été freinée complètement par cette neige molle. Absolument, il n'y a pas intérêt à attaquer sur ce genre de terrain. Il y a intérêt à essayer de couler au maximum, probablement pour essayer de profiter le plus possible des rails qu'ont creusé les concurrents précédents. Et voilà Oreille qui s'apprête à terminer maintenant sa montée. Alors, ce sera pas mal, mais 2.05.67, c'est quand même 2 secondes derrière Chatriot. José? Oui. Oui, eh bien, Per Eklund est parti au volant de la Subaru 4 roues motrices. Eklund est un Suédois qui a la quarantaine. Mais j'ai à côté de moi Cyril Frey, qui est le responsable du service de presse de chez Mazda. Il peut nous donner des nouvelles d'Ingvar Carlsson. On disait que Carlsson était bloqué avant le départ de la spéciale. Alors, Cyril, qu'est-ce qu'il est arrivé à Ingvar Carlsson? Eh bien, Carlsson est bloqué à 1 km du départ de la spéciale avec un problème de turbo. Il avance à 10 km/h. C'est certainement quelque chose de léger, mais les mécanos sont en train d'arriver à sa voiture. On peut dire que c'est cuit pour Carlsson? Ah non, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Ok, merci Cyril. Et au départ de cette spéciale, Chin qui est un monégasque, un bon amateur,
je vais peut-être vous laisser, José, décrire la montée de Périclone. Hein, oui, parce que c'est intéressant. À Subaru, c'est la deuxième équipe japonaise, la deuxième vague de la marée jaune, pourrait-on dire, car un des éléments intéressants de cette nouvelle saison 87, c'est que les Japonais attaquent en force. Si Lancia, si Ford, si Renault, si défendent les couleurs de l'Europe dans ce grand défi, dans ce grand challenge qui est le championnat du monde des rallyes, eh bien Mazda et Subaru, eux, défendent les couleurs japonaises avec des chances de succès, et ça c'est nouveau, n'est-ce pas Jean-Claude? Oui, bien sûr, c'est l'avènement du groupe A qui les a propulsés sur l'avant-scène des rallyes, puisque auparavant, aucune voiture japonaise ne concourait en groupe B, donc nous n'étions pas habitués à les voir en si bonne position. Alors une 53-97, c'est quand même beaucoup moins rapide que les Mazda. Oui, mais cette voiture est beaucoup plus lourde et moins puissante que ses concurrentes quand même, je crois, parce que vous avez vu, Périclone est un pilote qui a fait ses preuves, qui a beaucoup d'expérience et qui est monté sobrement, mais certainement avec un maximum d'efficacité. Oui. Mais malgré tout, il y a quand même des paramètres performance propres à la voiture qui ne lui permettent pas d'être au point. Oui, alors ça c'est une voiture historique, vous voyez en quelque sorte que nous voyons monter devant nous, parce que c'est une Audi Quattro et c'est la première voiture à 4 roues à transmission intégrale qui se soit attaquée vraiment sérieusement au problème des rallyes dans les années 80, et c'est elle qui, on peut le dire, a entraîné à sa suite tout ce grand mouvement qui nous amène maintenant à avoir de plus en plus de voitures à traction intégrale, c'est-à-dire à 4 roues, encore à 4 roues motrices, comme on dit. Voilà, c'était la première historiquement, et elle a gagné d'ailleurs le rallye de Monte-Carlo aux mains de Walter Rohr. José? Oui, Christian. Oui, alors que Chin continue de monter vers l'Alpe d'Huez, c'est Carlson qui s'est présenté enfin sur la ligne de départ. Carlson qui semble très contrarié, il fait la gueule comme on dit, il est très mécontent de ce qui lui est arrivé avec son turbo. Carlson qui est un pilote suédois de 39 ans, qui est marié, qui a 2 enfants et qui a déjà remporté 3 fois le championnat de Suède. Il jouit d'ailleurs dans son pays d'une énorme popularité qui n'est pas due seulement à son homonymie avec le Premier ministre de Suède. Jusqu'en 83, il partageait, Carlson, sa passion avec le monde des affaires. C'était un homme d'affaires très, très occupé, mais en 83, il a sauté le pas pour faire de la compétition en rejoignant le team Mazda, qui est basé à Bruxelles et qui est placé sous la direction d'Achim Warbold, l'ancien pilote de rallye allemand, un ancien pilote qui était très rapide et qui a notamment couru avec Jean Tonne, l'actuel directeur sportif de l'équipe Peugeot. Voilà, Mazda et Ingvar Persson qui ont du mal à démarrer, un départ complètement raté pour Carlson. Je ne sais pas s'il pourra encore aller très loin. À vous, José, Jean-Claude. Oui, effectivement, on entend ici le moteur de la Mazda pétarader et effectivement, on voit que Carlson a le plus grand mal du monde à prendre de la vitesse, si l'on ose employer ce terme ici. Le malheureux est vraiment au ralenti. Il se traîne, il va essayer sans doute de rejoindre tant bien que mal la prochaine assistance, mais pour lui, à l'évidence, ce rallye de Monte-Carlo commence bien mal. Est-ce que ce handicap, Jean-Claude, est de nature à lui casser le moral? Vous croyez, est-ce qu'il sera insurmontable pour lui? Bien, je pense qu'il va prendre un handicap, c'est certain, mais c'est pas rédhibitoire. Vous savez, au départ d'un Monte-Carlo, lorsque l'épreuve fait 2 km, il va perdre peut-être 1 ou 2 minutes même, mais il doit quand même, c'est pas insurmontable. Mais à condition qu'il arrive en haut de la côte. Bien sûr, et en tout cas, c'est quand même un handicap sérieux parce que vous avez pu remarquer que la concurrence était sérieuse et serrée, oui, et que plusieurs pilotes se tiennent dans des temps très loin donc, de ce qu'il va pouvoir réaliser, et que évidemment, bien que ce soit un pilote de grand talent, et ça sera difficile pour lui de revenir. Et c'est un risque à Monte-Carlo, vous savez, parce que moi j'en ai fait l'expérience très très longtemps, où j'étais incapable de terminer à Monte-Carlo parce que je voulais faire des performances vraiment très très top niveau, et lorsque vous avez un handicap à remonter comme ça et que vous attaquez très fort, ça vous pousse à prendre des risques que vos concurrents n'ont pas à prendre. Oui. Et dans ce cas-là, vous pouvez réaliser des temps fantastiques, mais vous avez aussi beaucoup de chances de réaliser des sorties de route qui vous font perdre énormément de temps, ce qui fait que vous avez des résultats en dents de scie. Et souvent, c'est une mauvaise politique pour espérer une victoire à Monte-Carlo. Oui, il va repartir quand même.
On voit quand les caméras prennent la voiture de face alors que le concurrent suivant a déjà pris le départ. Il doit s'agir probablement de Manfred Hérault sur une Lancia Delta 4x4, n'est-ce pas? C'est un pilote allemand, un des seuls pilotes privés à disposer de cette nouvelle 4x4 hyper compétitive. Donc il va certainement trouver sur sa route et sur son chemin la Mazda au ralenti. Et il faut espérer que le doublage se passe sans difficulté et sans danger. Non, là, les différences de performance entre les deux voitures sont telles que ça ne posera pas de problème. Et puis en plus, la route est très large. Donc ça ne va pas poser de problème. En tout cas, ce qu'on voyait lorsque la caméra prenait de face la Mazda de l'infortuné Carlson, c'était que le carénage inférieur qui protège le moteur était détaché. Peut-être cela résultait-il d'un début de démontage de la part de l'équipe d'assistance de Mazda, ou bien alors le Suédois a peut-être heurté un mur de neige avant de se présenter au départ de cette spéciale qui aura, je crains, le plus grand mal à achever. En tout cas, il n'est pas encore passé devant nous pour l'instant, alors que nous suivons toujours la montée de l'Allemand Hérault, qui est un bon pilote de rallye allemand. Voilà, ici la Mazda, il l'a vu, heureusement. Il l'a vu, c'est instantanément écarté, vous l'avez vu, Carlson. Voilà, très bien. Oui, José, c'est Darniche au volant de la Mercedes 190 2 litres 3 16 soupapes qui va s'élancer maintenant. Ah, une vieille connaissance à Jean-Claude Andruet, alors je vais lui laisser la parole directement. Oui, Darniche, qui est un pilote de la génération d'Andruet, qui est un monument un petit peu des rallyes en France. Il a été 3 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe. Il a remporté 9 victoires en championnat du monde, 2 avec Fiat, 4 avec Lancia, 3 avec Alpine, et c'est le recordman absolu des victoires au Tour de Corse avec 6 succès. Voilà, Bernard Darniche est parti avec la Mercedes. Oui, alors 2 roues motrices et 2 roues arrière motrices pour cette Mercedes. Je crois, Jean-Claude, que votre ami Bernard va avoir du mal à sortir son épingle du jeu ici aujourd'hui. Bien sûr, il n'a pas la solution idéale aujourd'hui et je le crains malheureusement dans la semaine. Oui. Mais Bernard est un garçon intelligent, il va savoir certainement utiliser cette voiture de la façon la plus efficace. Et il va certainement essayer de... Oh là 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 là, regardez-le, le pauvre, il est déjà complètement bloqué. Oui, mais dans parce que là, vous voyez, dans l'épingle, il a quitté les traces de ses prédécesseurs où il pouvait retrouver l'asphalte. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans de la neige épaisse et profonde, et bien la voiture s'est complètement arrêtée. La Mazda de Carlson a finalement passé la ligne d'arrivée de la spéciale, je le signale, cependant que Darniche reprend la piste. Alors je voulais vous signaler, tout à l'heure nous avons dit que l'handicap était peut-être pas insurmontable pour Carlson, mais nous avons oublié un paramètre, c'est à savoir s'il a pris des pénalisations routières, oui ou non. Au cas où il en aurait pris plusieurs, je pense que là, dans ce cas-là, ses chances seraient vraiment avérées. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est très dommage car on se préparait à suivre avec attention le duel que Carlson allait livrer à Salonen, même si Salonen, bien sûr, est le pilote numéro 1 tout désigné de la firme japonaise, de fer de lance de cette offensive pour le titre lancée par Mazda. Eh bien, Carlson, sur ce terrain, Carlson est suédois, je le rappelle, sur un terrain comme celui-ci, avait sa chance peut-être de s'illustrer. En tout cas, on pourra sans doute lui réparer sa voiture et peut-être pourra-t-il aligner quelques exploits, même si ses chances au classement général sont désormais obérées. Et on continue de suivre Darniche qui, échaudé par sa première expérience ou sa première mésaventure plutôt dans la première épingle, s'est montré plus boulé par la suite. Oui, Christian. José, je ne sais pas si Darniche est déjà arrivé, non, mais en tout cas, non. Harald Demuth, lui, vient de partir. Demuth, qui est un Autrichien et qui pilote une Subaru de 4 roues motrices. Oui. Demuth a beaucoup couru sur Audi avant d'être recruté par Subaru pour seconder Pereklund dans les épreuves du championnat du monde. Alors, je ne sais pas si vous l'avez à l'image, je le vois monter nous venons de quitter Darniche qui a terminé en 2 minutes 22 secondes et 90, le plus mauvais temps jusqu'à présent, bien sûr, sans parler de Carlson évidemment, mais ça n'est pas étonnant. Voilà Demuth qui est également en difficulté, vous le voyez maintenant, avec sa Subaru à 4 roues motrices. Il a eu manifestement un problème. Il a manifestement un problème mécanique. Là, je ne sais pas s'il s'agit de transmission ou s'il s'agit
moteur, mais en tout cas, il est à l'arrêt. Il est arrêté, voilà, c'est même apparemment, ça va encore beaucoup plus mal que pour Carlson et pour Darniche, puisque lui, il est même en marche arrière maintenant, mais il essaie de repartir. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude? À votre avis, de quoi s'agit-il? Peut-on deviner le problème avec lequel Demuth est aux prises en ce moment? J'ai pas très bien compris pourquoi il est redescendu. Est-ce que... On dirait que le moteur manque, hein. On dirait que c'est un problème peut-être d'alimentation, ça n'a pas l'air d'être un problème d'embrayage, ça n'a pas l'air d'être un problème de... Oui, j'ai l'impression qu'il n'a pas pu remettre en route son moteur avec le contact et qu'il a essayé de profiter de la pente et donc de mettre la voiture en marche arrière pour relancer son moteur. Oui, Christian. José, c'est dommage pour Demuth, alors que c'est le Tchèque Ladislav Kresek qui est sur la ligne de départ. Au volant d'une Skoda, une Skoda officielle. C'est un retour pour Skoda à Monte-Carlo où on n'avait pas vu ces voitures depuis 10 ans, depuis 1977. 10 secondes. Kresek va partir dans 10 secondes. C'est un pilote qui a 36 ans. Il est mécanicien de l'usine Skoda et il a débuté en compétition en 1971. Il est pilote officiel Skoda depuis 1981 et ses plus grandes performances, il les a réalisées au RAC en Grande-Bretagne, où il a notamment remporté la victoire en groupe A en 1983. Voilà, c'est parti pour la Skoda de Kresek. Oui, Kresek sans doute, mais c'est pas sec du tout par terre et la Skoda, évidemment, n'a pas l'air dans ces conditions d'être des plus rapides, mais nous allons le suivre avec sympathie, ce pilote et cette équipe d'Europe de l'Est qui est la seule pratiquement à oser se mesurer aux grandes équipes occidentales dans les rallyes internationaux. Oui, on les voit régulièrement dans les rallyes du championnat du monde. Ils disposent encore de petits moteurs, mais je pense qu'ils tiennent à être présents. Peut-être qu'ils ont des projets dans le futur et qu'ils veulent disposer au moment opportun peut-être de pilotes ayant une bonne expérience. Oui, alors disons que les ambitions de Skoda et de ses pilotes se limitent à une victoire de classe dans les voitures de jusqu'à 1300 cm3 de petite cylindrée. Mais que, en tout état de cause, il est évident que ce sont des voitures qui peuvent bénéficier des enseignements de la compétition pour s'améliorer au niveau de la série et qu'il faut féliciter la marque Skoda de cet effort, même si leurs voitures ne peuvent prétendre se mesurer à armes égales avec les Lancia ou autres Audi. Eh bien, il faut quand même remarquer que même ne disposant que d'un petit moteur, la Skoda a fait quand même un temps intermédiaire plus rapide que Erwin Weber sur une Golf GTI 16S. Oui. C'est quand même remarquable. Ah oui. Effectivement, oui, Christian. Si je peux ajouter quelque chose, oui. Je crois savoir que l'équipe Skoda, qui dispose d'une seconde voiture ici et qui vient de partir, c'est la voiture de John Ogland. Oui. L'équipe Skoda a l'intention de participer au championnat du monde cette année de façon très assidue. Alors voilà, Ogland est parti pour compléter la course des Skoda et celle de Kresek. Ogland est un Norvégien et il a la particularité d'être le concessionnaire de Skoda en Norvège. Alors je ne sais pas s'il fera mieux que Kresek. Joli pilotage en tout cas, n'est-ce pas Jean-Claude, de la part de Ogland, norvégien. Alors il faut peut-être profiter de la montée de ces voitures pour expliquer un petit peu aux non-initiés quelle est la spécificité de la technique de conduite sur la neige. Je crois qu'on peut dire, n'est-ce pas, que l'essentiel c'est de jouer avec le transfert des masses, n'est-ce pas Jean-Claude? Bien sûr, lorsqu'on a par exemple une épingle comme celle-ci qui est très glissante et très difficile à négocier, eh bien on essaie de profiter au maximum d'un appui opposé dans le virage qui précède pour bénéficier du balancement qui s'ensuit, si vous voulez, et imprimer à la voiture le mouvement qui va lui permettre de s'inscrire parfaitement dans le virage. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'appel et le contre-appel. Oui, Christian. Oui, alors que Kresek en termine avec son parcours, Danny Snobek est parti au volant de sa Mercedes de litre 3 16 soupapes. Snobek que vous connaissez bien puisqu'il fait beaucoup plus de circuits que de rallye. Ce n'est pas un spécialiste de rallye. Et on va voir ce qu'il va réaliser ici au rallye Monte-Carlo. Ah bah, il est évident qu'il n'a pas beaucoup de chances de réaliser une grande performance aujourd'hui puisqu'il conduit la même voiture que
que Darniche et que nous avons vu tout à l'heure les difficultés auxquelles Bernard s'est heurté avec cette voiture au cours de sa montée, ce qu'il faut ajouter peut-être, c'est que Danis Nabek est le préparateur de cette voiture, n'est-ce pas Jean-Claude? C'est ça, oui, des voitures qui sont préparées à Magny-Cours. Et puis Danis Nobek était bien que ce soit un pistard actuellement, c'est un garçon qui a commencé sa carrière dans les rallyes, qui a une bonne expérience des rallyes, qui aime les rallyes et qui ne manque pas de participer chaque année à plusieurs épreuves. 2,08,95 pour Hoogland, qui a été nettement plus rapide donc que Kresek, de 7 secondes environ. D'ailleurs, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que ce qui est surprenant, c'est que Kresek, qui a réalisé un bon temps intermédiaire tout à l'heure, a réalisé un mauvais temps final. Et c'est assez surprenant. Il a perdu beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il lui est arrivé quelque chose. Oui, il a peut-être eu un problème mécanique. C'est un peu difficile à évaluer d'ici. On entend assez peu le son des moteurs des voitures. Et voilà Snobek en plein effort, au volant d'une voiture certes extrêmement puissante et réputée pour la qualité de sa tenue de route, mais sur piste ou sur route sèche, disons, et non pas dans des conditions comme celle-ci, qui sont évidemment pas du tout de nature à mettre ses qualités en valeur. Mais il devrait quand même réaliser un bien meilleur temps que Bernard Darniche, parce qu'il n'est pas resté bloqué dans l'épingle droite, vous savez. Oui. Et ben voilà, il a achevé 2,09. C'est quand même un petit peu moins rapide que Hoogland et la Skoda, c'est dire compte tenu de la différence de puissance et de qualité technologique qui sépare la Skoda de la Mercedes, c'est dire quelle est l'influence des conditions de piste sur les résultats et sur la hiérarchie qui se dessine au cours de cette côte. Je voulais en profiter pour dire quelque chose. Tout à l'heure, vous avez vu entre la différence entre Bernard Darniche et Danis Nobek est importante, mais je voulais vous faire remarquer que non seulement Bernard est resté bloqué dans une épingle, mais ensuite il faut qu'il reparte, vous voyez, et non seulement il perd par exemple 5 secondes, il en perd en réalité beaucoup plus parce qu'il ne profite pas de l'élan de sortie de l'épingle, et après il faut qu'il relance complètement sur un terrain difficile où sa motricité est en difficulté. Voilà, et celui que nous voyons arriver maintenant, c'est Fritz Singer, un pilote allemand au volant d'une Toyota Corolla 16 soupapes, voiture japonaise encore, mais à 2 roues motrices seulement, à traction avant, celle-là. Et nous n'avons pas vu passer Maurice Choma sur une Audi Quattro. José? Oui, mais on ne l'a pas vu non plus au départ. Voilà. En fait, il n'est pas parti. C'est normal que vous ne l'ayez pas vu passer. Oui. Et après Fritz Singer, c'est Pierre Boss au volant d'un coupé Quattro qui est parti, alors que c'est l'Allemand Carola Hoffmann qui est actuellement sur la ligne de départ avec une Golf GTI. Hoffmann, qui est un pilote allemand qui découvre un petit peu le Monte-Carlo, qui est un pilote d'un âge respectable, si l'on peut dire. Bon, en tout cas, après ce commentaire courtois, disons que effectivement on est un petit peu surpris de voir qu'il y a déjà quelques coupes sombres qui se sont opérées parmi les favoris, alors que le rallye ne fait que commencer, puisque nous avons vu les ennuis de Carlson, et nous n'avons pas vu ceux de Choma, qui n'était pas un favori, mais qui tout de même... elle est ravissante, cette coéquipière, n'est-ce pas? De qui s'agit-il, Christian? Eh bien, c'est mademoiselle Anne Sors. Je ne sais pas si elle est mademoiselle, finalement. Elle est peut-être madame. C'est la coéquipière de Hoffmann. Ah oui? Eh bien, elle a l'air tout à fait charmante, et il pilote une Volkswagen Golf GTI, groupe A également. Ce sont... Enfin, on peut remarquer quand même que le caméraman a l'œil. Oui, absolument, ça ne lui a pas échappé, et effectivement, il a raison. Il y a effectivement plusieurs dames qui participent à ce rallye de Monte-Carlo. Nous n'en verrons malheureusement pas beaucoup ici au cours de cette émission, car pour la plupart, elles ont des numéros de départ assez éloignés des premiers. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti pour Horst et sa Golf GTI. Donc, nous en venons à la déception que nous a procuré le fait que nous n'avons pas vu Choma se présenter au départ. Choma, un pilote très expérimenté, un Français très expérimenté à Monte-Carlo, où il a un beau palmarès. Voilà ici ce que donne, si vous voulez, la montée d'un amateur au volant d'une voiture à traction avant 2 roues motrices. Vous voyez la différence déjà par rapport
aux pilotes d'usine qui pilotaient des voitures analogues, sinon équivalentes. Tandis que le soleil continue à briller, absolument imperturbable sur les hauteurs de l'Alpe d'Huez. Station réputée pour son beau temps. Vous voyez que cette réputation n'est pas usurpée. Oui, il fait un soleil fantastique. Et il faut dire que ce soleil, lui, n'a pas aidé les concurrents, c'est certain, car vous voyez l'état de la route. Et il est certain que si nous avions eu une belle neige bien damée, voilà, le pilote cherche ses marques, cherche sa voie, cherche à rester dans les pour reprendre l'adhérence. Traces, voilà, où on voit ces asphaltes que vous voyez apparaître là en dessous de la couche de neige. Enfin, comme vous l'avez fait remarquer, c'est vrai qu'il conduit beaucoup plus prudemment que les pilotes d'usine qui l'ont précédé, qui n'hésitaient pas à mettre la voiture en dérive pour profiter justement d'un appel contre appel. Voilà, alors est-ce qu'on peut déjà, Jean-Claude peut-être, esquisser un petit bilan sur la première hiérarchie qui se dessine à l'issue de cette petite course de côte. Certes, il ne faudrait pas en tirer vouloir en tirer trop d'enseignements, mais enfin c'est quand même assez significatif, je pense, pas ? Eh bien, en tout cas, il faut remarquer que les Lancia ont pris solidement les 3 premières places, et je pense quand même que c'est de bon augure, parce que l'équipe Lancia est certainement celle qui dispose ici de la plus grosse expérience de la course, avec Cesare Fiorio comme directeur, qui est un garçon intelligent et qui connaît la course comme personne au monde et qui a la sensibilité de la course. Donc je crois. Oui, donc il faut dire que ici, gros succès de Lancia finalement, qui s'empare donc des 3 premières places devant la Mazda de Salonen et l'Audi de Walter Röhrl et la Ford Sierra 4x4 de Stig Blomqvist. Pas de surprise donc, mais probablement la promesse d'un Monte-Carlo passionnant et extrêmement serré. Très disputé en tout cas. Voilà.